Et le Sunkalo, bah écoutez, on pourra tout de suite démarrer, hein, les autres vont nous prendre en cours de route. Donc, rebonjour encore à toutes et à tous. Bonjour Bailly, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de partager avec nous ton analyse et ton expertise sur le sujet. Donc aujourd'hui, donc c'est la 46e session live LinkedIn. On parlera de cybermenaces et on parlera de IA. Donc, je vais d'abord peut-être te laisser te présenter, mais pour rappel, la session d'aujourd'hui va s'articuler autour de trois axes. On parlera des types de cybermenaces liées à l'IA, à l'intelligence artificielle, l'évaluation des impacts et des conséquences. Et on parlera de stratégies de prévention et de protection de nos systèmes grâce à l'IA et protéger l'IA. Je vais te laisser déjà te présenter rapidement. Déjà, est-ce que tu peux peut-être décrire ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Très bien, merci. Bonjour à tous. J'espère que je suis bien entendu. Oui, c'est bon pour moi. Ouais. Très bien. Donc, je suis Baïzou. Je suis CTI analyste. Donc, CTI, c'est Cyber Threat Intelligence Analyst, ce qui se donne en français analyste du renseignement sur la menace cyber. Donc, mon parcours, il est un peu atypique. Je suis plutôt de base quelqu'un du monde de la physique, puisque ma formation de base tourne autour de l'aéronautique, ensuite la recherche appliquée en écoulement turbulent à phase dispersée. C'est un peu compliqué, mais ce sont des particules dans du fluide. Et ensuite, je travaillais dans le domaine de la recherche. Et puis, en cours de travaux de recherche, j'ai été attiré par un domaine qui n'était pas tout à fait différent, lié en fait à la modélisation des marchés financiers par des modèles justement qui sont issus de phénoménologie physique, de techniques physiques, parce que j'ai vu des analogies avec ce que je faisais au jour le jour dans la recherche. Donc ça m'a poussé à me former en finance et puis ensuite euh, finalement à me rendre compte en regardant un peu la microstructure des marchés financiers que ce qui était vraiment et ce qui m'intéressait et qui va devenir le fil rouge de la suite, c'est l'intérêt pour la dynamique de l'information. Donc c'est comme ça que, peu ou prou, pour différentes raisons, je suis entré dans le domaine de la cybersécurité, parce qu'une information, quel que soit le traitement qu'on en donne, si elle n'est pas sécure, ben, ça, pour une entreprise, ça n'apporte pas forcément de la valeur. Et donc je suis entré dans le domaine de la cybersécurité d'abord par l'analyse des risques, et puis après une formation en IA, euh, une formation de quelques mois. En fait, j'avais pour ambition de rentrer dans un travail où je pourrais appliquer l'IA à la cybersécurité. Et puis, je suis devenu analyste en Cyber Threat Intelligence euh, dans la suite. Voilà. D'accord. Bah, écoute, bravo. Et, c'est, t'as ton mérite dans ce parcours. Mais effectivement, parler des IA, déjà, qu'est-ce que l'IA? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Toi, bon, après, au-delà de la définition qu'on va retrouver globalement sur Wikipédia et autres, mais Oui, surtout, qu'est-ce que Gen AI et Predictive Artificial Intelligence? ok. Il y a beaucoup de définitions qui sont données. Euh, ces définitions ont pu aussi évoluer de façon dynamique avec l'évolution même de l'IA. Mais je pense qu'une définition simple qui mettra tout le monde d'accord, parce qu'elle est très intuitive, c'est tout simplement dire que c'est le domaine de l'informatique qui permet aux machines de faire des tâches qui nécessitent autrement l'intelligence humaine. Donc l'IA peut être définie ainsi, de sorte à être comprise de façon simple. Maintenant, dans l'IA, il y a plusieurs choses, dont le machine learning, qui consiste à ce que des machines apprennent sur un certain nombre de données pour pouvoir ensuite reproduire des tâches qui sont utiles d'un point de vue métier. Et à l'intérieur du machine learning, on a la Predictive Artificial Intelligence, donc PredAI, je vais utiliser ce terme dans la suite, et puis Gen AI, qui est plutôt Generative Artificial Intelligence. Et en fait, tous les deux sont tout simplement des types de machine learning. Donc, le Gen AI, je vais commencer par le Pred-AI parce que c'est honneur aux anciens. Le Pred-AI consiste tout simplement à apprendre d'un ensemble de données et de leur qualité, une qualité en particulier ou plusieurs, qu'on appelle souvent des classes, et donc de prédire ensuite qu'une classe d'une nouvelle donnée
que le modèle qui avait appris ne connaissait pas a priori. Et puis, sinon, elle peut aussi prédire des classes, mais là, à partir d'une analyse sur des données, les données d'objets, une analyse plutôt sur les caractéristiques endogènes. Là, on parle, dans ce cas-là, d'analyse d'apprentissage supervisé, mais on reste quand même dans la prédiction puisqu'on prédit une classe, on prédit une appartenance, on prédit une ontologie sur un ensemble d'objets. Ensuite est venue plus tard la Generative Artificial Intelligence, GenAI, enfin plus tard en tout cas, excusez-moi. La GenAI est apparue et est plutôt apportée au firmament depuis peu. Et elle consiste en fait de la même façon à apprendre à partir d'un ensemble important de données, d'une certaine classe que je vais appeler C, tout simplement, et puis ensuite pouvoir générer un objet ou une nouvelle donnée de la même classe. Voilà, donc la GenAI, c'est comme quelque chose qui crée de la donnée, elle ne crée pas, parce que c'est pas du ex nihilo, ça ne vient pas de rien, c'est à partir de ce qu'elle a appris, donc on parle plutôt de générer, d'où l'expression GenAI. D'accord. Merci pour ces précisions et ces éléments de différence entre GenAI et Predictive AI. Pour revenir rapidement aux menaces qui concernent ces types d'IA, quelles sont les principales cybermenaces auxquelles sont confrontées les technologies d'IA de manière générale et qui toucheraient l'IA générative et l'IA predictive? D'accord, très bien, merci beaucoup pour la question. Je vais l'aborder d'un point de vue, on va dire, en entonnoir descendant, en partant d'une typologie, on va dire, plutôt intuitive autour de la notion de menace et de l'IA. Donc, on peut considérer d'abord les menaces sur les modèles d'IA, ce que moi je connais un peu plus pour avoir passé du temps. C'est là où on parle d'adversarial machine learning. Et puis, on a les menaces utilisant des modèles d'IA. Donc, c'est le fait de prendre l'IA comme un outil pour l'attaquant afin de pouvoir perpétrer ses attaques. Ensuite, on a les menaces venant de l'IA, on dirait plutôt les menaces qui découlent du fait qu'on utilise de l'IA. Donc, c'est un peu comme des effets de bord de l'utilisation de l'IA, on va les aborder. Et puis, autrement, des menaces de type légal, parce que l'IA traditionnellement est quelque chose qui a eu une trace très importante dans le domaine de l'éthique. Et donc, on a des menaces qui sont des menaces dérivées légales ou de conformité par rapport à la régulation sur les modèles d'IA. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne devine pas forcément, mais des menaces qui sont dues, aujourd'hui, on peut dire que c'est bien inclus, bien pris en compte, qui sont dues à la non-utilisation de modèles d'IA. Soit d'un point de vue stratégique, parce qu'il y a un coût de l'opportunité concret pour les entreprises aujourd'hui, surtout, et puis technologique, parce que en fait, les attaquants s'ajustent, et donc il y a une menace due à la non-utilisation, puisque il est intéressant qu'on puisse s'aligner sur les capacités de l'adversaire qui, lui, utilise les modèles d'IA pour pouvoir travailler. Donc ensuite, on peut de cette typologie descendre pour parler de ce que je vais appeler des macro-menaces. Donc, 3 groupes. Les attaques de type Adversarial Machine Learning, donc AML, qui sont contre les algos d'IA, qui génèrent des altérations du comportement, qui consistent à perpétrer une évasion par rapport à une détection d'un système IA, ou tout simplement un vol de technologie sous-jacente. La deuxième classe, c'est en fait les attaques contre les Generative AI Systems, qui sont assez particuliers, où là, ce sont des attaques contre les filtres et les restrictions de l'IA, la génération de contenu nocif ou illégal au travers de l'IA, de l'IA générative. Et puis finalement, une dernière classe qui sont les attaques de chaîne d'approvisionnement, ou supply chain en anglais, où là, on attaque les objets qui permettent de constituer le modèle. Donc, on parle d'artefacts ML, machine learning, le modèle ou les données, ou même les plateformes qui hébergent et en fait distribuent ou vulgarisent les modèles préentraînés. On en connaît une qui est très célèbre, qui s'appelle Hugging Face.
afin de pouvoir perpétrer des exécutions arbitraires de code ou livrer des malwares ou des charges classiques que l'on connaît comme des backdoors, etc. etc. Et finalement, après avoir parlé de ce deuxième niveau de macro-menaces, je peux descendre maintenant à des menaces individuelles et là, je vais essayer de pouvoir les parcourir avec quelques exemples pour que vous puissiez bien voir de quoi il s'agit. Donc, je pense que je vais d'abord commencer par les menaces qui sont au niveau de ce qu'on appelle l'apprentissage, parce que je disais au début que les modèles de machine learning, GenAI, TradAI commençaient par s'entraîner, par apprendre sur un ensemble de données. Et donc, au niveau de cet apprentissage, il y a par exemple l'empoisonnement des données. Donc, mettre dans ces données quelque chose qui, lorsque l'entraînement sera fait, pourra perdurer, persister et être utilisé dans la suite pour pouvoir perpétrer une attaque ou tout simplement porter atteinte à la qualité du modèle. Donc, c'est un type d'attaque ou l'empoisonnement direct du modèle, donc sans passer par les données d'entraînement, aller injecter du code malveillant, par exemple, dans un modèle donc, de type backdoor. Et ça, c'est favorisé notamment par le fait que, justement, dans le domaine de l'IA, j'anticipe un peu sur la suite, mais c'est intéressant, en fait, il y a beaucoup d'open source. Et en fait, les entreprises utilisent de l'open source tout simplement parce que le coût d'entraînement, surtout pour les modèles de Generative AI, est très important. Vous en avez certainement entendu parler. Les milliards de paramètres qui sont utilisés pour pouvoir entraîner les modèles d'IA demandent du temps de calcul, de la puissance de calcul, en tout cas des ressources qui sont très importantes et qui font que même ceux qui génèrent des solutions propriétaires, où on parle de modèles en source fermée, closed source models, en fait, ils font une part, ils génèrent aussi à côté un petit frère, je dirais, qui est en source ouverte. Et donc, c'est beaucoup utilisé, même dans le domaine entreprise, puisqu'ils ont des, comment je vais appeler ça, ils ont des licences, voilà, qui permettent une utilisation commerciale. Et là, en fait, il y a des attaques, notamment récemment, il y a une entreprise de red teaming spécialisée sur les systèmes AI qui a pu réussir en red team, donc en research, en fait, d'attaquer le système le module de conversion de fichiers, enfin de modèles qui sont hébergés sur Hugging Face. Donc l'entreprise s'appelle Hidden Layer, a réussi à compromettre la conversion des modèles dans leurs fichiers de base qui sont de type TensorFlow par exemple, en un modèle Safe Tensors, et ils ont réussi à attaquer ce modèle, ce module de conversion et donc à rendre persistant en fait une infection sur tous les modèles qui étaient convertis par n'importe qui qui a son modèle sur la plateforme. Donc ça, c'est pour la partie entraînement. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie, c'est-à-dire une fois que c'est entraîné, une fois que c'est testé, validé, et que c'est déployé, on parle là maintenant d'inférence, c'est le terme qui est utilisé, ou de post-déploiement. Et là, le type d'attaques sont nombreuses. Pour les Gen AI, par exemple, il y a la fameuse hallucination, c'est-à-dire que le Gen AI, et là on rentre dans ce que j'appelais, pardon, en parenthèse, les menaces venant de l'IA, donc celles qui sont un peu des side effects, qui sont des effets de bord d'utilisation de l'IA. Donc, par définition même, le Gen AI, en fait, de par ses entrées sémantiques, ses inputs sémantiques, font que, en fait, les modèles hallucinent, c'est-à-dire qu'ils disent des choses qui ne sont pas forcément attendues et qui sont même quelquefois écartées de ce qui est attendu, de ce qui est vrai, de ce qui est connu. Et donc, le modèle peut halluciner. On peut aussi avoir de la fuite de données. Et ça affecte particulièrement, on va dire que c'est critique pour des cas d'usage comme le Retrieval Augmented Generation, RAG en anglais, ou génération augmentée par la récupération de données. Donc, c'est où des données propriétaires sont associées aux données que le modèle de base LLM va chercher lui-même dans le wild, dans l'Internet. Et donc, il y a des risques de fuite de données puisqu'il y a des données personnelles ou des données de l'organisation qui sont associées en fait et traitées par le système IA. Et on a aussi le cas d'usage Chain of Thought, par exemple, où là, on a en fait la possibilité de pouvoir donner un certain nombre
de chemin de pensée, de chemin de raisonnement au modèle. Et ça ouvre, ça augmente la surface d'attaque pour pouvoir le conditionner à une façon d'agir qui n'est pas forcément celle qui est qui est la plus pertinente. Donc, on a aussi l'injection de prompt injection, qui permet de pouvoir, en fait, pousser, dans le cas du Gen AI, le système à avoir un comportement qui n'est pas attendu et qui n'est même pas conforme, en fait, en termes de conformité à ce que ces développeurs ont fait. Et donc, ça a un impact aussi, et on va y revenir tout à l'heure. Et puis les deux derniers que je vais citer dans cette catégorie, c'est l'extraction de modèles ou le vol de modèles tout simplement. C'est-à-dire que lorsqu'on est en post-déploiement, le fait d'avoir ou de multiplier les paires entrée-sortie, permet en récupérant ce dataset-là, c'est-à-dire cet ensemble de données, de pouvoir ensuite entraîner offline de son côté son propre modèle. Et le dernier, c'est un peu l'équivalent du DDoS, c'est le NIST qui utilise l'expression energy latency, qui signifie tout simplement qu'on altère la dynamique du flux de transactions entre l'utilisateur et puis le système. Et puis, bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Il y aura beaucoup de choses à citer, mais on va se concentrer sur celles qui sont les plus pertinentes. Une deuxième catégorie qui est vraiment très importante, qui est très connue, hein, je pense que vous pensez peut-être, vous imaginez ce à quoi je vais penser, mais on parle par exemple de deepfake, et ça rentre dans la catégorie de l'utilisation, j'en parlais au début aussi, de menaces en utilisant l'IA. Donc là, c'est l'IA qui devient l'outil pour pouvoir mener l'attaque. Donc on a les deepfakes. Récemment, il y a eu une perte de 25 millions parce qu'il y a une arnaque aux faux ordres de virement de la part d'un attaquant qui avait créé un zoom complètement en deepfake où tous les participants, sauf celui qui était la cible, étaient en fait tout simplement des falsifiés très, très, très réalistes, donc du deepfake assez puissant sur Zoom. Et donc ça, par exemple, ça a eu un impact, c'était en décembre dernier, très important. On va revenir sur les impacts tout à l'heure, mais c'est un exemple d'attaque qui peut être très puissant. Microsoft, et c'est le deuxième exemple que je vais utiliser, a publié récemment un papier, c'était à la mi-février, où il informait que OpenAI et les chercheurs de Microsoft et OpenAI, en fait, ont tout simplement divulgué l'information selon laquelle des acteurs soutenus par des États ont utilisé ChatGPT pour pouvoir en fait accélérer les phases préparatoires des attaques. Il y a eu un papier qui est sorti dessus qui était assez éloquent. Et donc tout ça, ça montre qu'il y a une catégorie de menaces qui est ciblée sur la personne, c'est-à-dire en mode spear phishing ou bien deepfake, pour pouvoir cibler la personne humaine et l'utiliser comme point d'entrée dans la phase d'attaque. Voilà, je pense que j'ai pu parcourir un peu un nombre assez intéressant de menaces individuelles dans cette troisième catégorie. Exactement. Ben, merci d'avoir précisé effectivement ces types de menaces pour les IA. Donc, on va peut-être passer au prochain axe sur l'évaluation des impacts et des conséquences. Est-ce que, donc, sur la base de ces scénarios que tu as expliqué tout à l'heure, on a des impacts qui sont plus ou moins forts parce que IA générative ou IA prédictive, ou parce que le système, ou c'est vraiment des impacts classiques qu'on retrouve sur des SI traditionnels? Ok, en fait, et c'est vraiment très intéressant de poser la question comme ça, parce que ça permet d'introduire tout de suite le fait que un des défis, et ça anticipe peut-être sur la suite, mais un des défis majeurs pour la défense des systèmes IA, c'est il semble qu'il faille changer de paradigme, en tout cas les personnes qui sont impliquées de façon importante dans la théorie justement qui est sous-jacente à ces techniques d'intelligence artificielle démontrent, il y a eu un papier de Microsoft récemment là-dessus, que la nature, on va dire, probabiliste de ces technologies fait que ça génère beaucoup de changements, ça génère un changement de paradigme qui fait que les impacts, la nature des impacts et la façon de défendre, elle est alignée et exige aussi ce changement de paradigme. Il y a d'abord les impacts d'une cyberattaque réussie. C'est déjà qu'il y a un défaut de sûreté, enfin ça part d'un défaut de sûreté, notamment dans le cas des hallucinations, qui implique un risque sur les revenus, sur le comment dire ça,
la série de revenus, sur la constance, la consistance des revenus pour une organisation quelconque, puisque en fait il y a une incertitude du fait des hallucinations qui arrivent quelquefois au niveau du système IA, notamment dans le cas des Gen AI. Il y a aussi un risque légal qui est lié justement aux aspects de conformité et puis d'IA responsable, de conformité évidemment, et puis un risque éthique. On l'a vu récemment dans différents exemples avec le fait que l'IA je crois que c'était Google, avait donné des éléments qui étaient inconsistants avec l'histoire. Et ça avait fait un gros scandale au point qu'ils ont dû retirer en fait, cette fonctionnalité-là. Donc ensuite, pardon, on peut avoir des impacts sur la réputation, bien sûr, puisque dans le cas notamment du Pred AI en particulier, si une prédiction n'est pas bonne, l'outil n'acquiert pas une bonne, excusez-moi, n'acquiert pas une bonne réputation auprès du public, et donc ça induit aussi une perte financière qui est due à la perte de part de marché éventuelle. Et finalement, peut-être même des actions légales adverses, c'est-à-dire de la part des clients, en tout cas des consommateurs du service. On a vu le cas récemment de quelqu'un qui a poussé en justice Air Canada parce que le chatbot du site de Air Canada lui avait promis une remise due à une certaine condition qu'il avait. Et en fait, la remise n'existait pas puisque le chatbot avait halluciné et la justice a décidé de condamner l'entreprise à lui verser la remise en tant que telle. L'entreprise avait contesté, elle avait dit que l'IA était plus ou moins une personnalité juridique ou une personnalité morale à part entière. Et donc, ça montre qu'il faudrait suivre la jurisprudence et qu'en tout cas, il y a un risque légal qui est lié à l'utilisation des IA. Et puis finalement, il y a une implication évidemment, comme on l'a dit, sur la confiance des utilisateurs et un point d'incertitude légale de conformité. Il y a l'imputabilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, juridique et morale de l'agent conversationnel dans ce cas-là, ou de l'agent rationnel si jamais c'est un agent qui agit sur son entourage. Donc voilà un peu quelques risques ou impacts qu'il peut avoir dans un premier temps, et puis finalement un impact financier possible. On l'a vu dans le cadre du FOVI, j'en ai parlé tout à l'heure avec le deepfake, où là on était à 25 millions d'euros. En vrai, il n'y a pas beaucoup de données disponibles pour l'instant, puisque surtout pour le Gen AI, les modèles sont surtout en production. Mais on peut utiliser des heuristiques, par exemple, regarder la taille des utilisateurs d'une certaine solution, savoir si l'utilisateur est interne à l'entreprise ou externe, donc si c'est en B2C ou à l'intérieur de l'église, de l'organisation, les types de technologies qui peuvent être conversationnelles, qui peuvent être des agents rationnels, donc qui agissent vraiment dans le cas, par exemple, du trading, d'agents qui font du trading, ou les RAG, j'en ai parlé tout à l'heure, Retrieval Augmented Generation, où là, on a des données sensibles personnelles particulièrement. Mais néanmoins, parmi ces heuristiques, on peut quand même noter que, en fait, il y a une fraction du coût d'entraînement. C'est seulement une fraction du coût d'entraînement dans le cas, par exemple, d'un vol de modèle qui est suffisant pour pouvoir voler le modèle. C'est-à-dire que si j'ai une attaque où j'utilise des inférences, où j'envoie plein de requêtes, je récupère les réponses et que j'entraîne un modèle extérieur à cela, finalement, j'arrive à répliquer le modèle à un coût qui est vraiment une fraction du coût de production. Je donne un exemple réel d'une entreprise qui a fait le test en mode Red Team et qui a produit deux fois le modèle ChatGPT, le fameux modèle ChatGPT qui a coûté certainement beaucoup d'argent. En fait, ils ont pu le répliquer à $300 et le deuxième à $600. Donc, quand on fait le rapport, on voit que c'est presque zéro. Et donc, le coût peut être, on va dire, estimé par ce type d'heuristique-là. Voilà ce qu'on peut, je souhaiterais pouvoir ajouter en ce qui concerne l'évaluation des impacts et des conséquences. D'accord, ok. Merci. On va peut-être passer au dernier point, dernier axe. C'est sur les stratégies de prévention et de protection contre ces menaces et ces impacts de cyberattaques réussies. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des outils ou des technologies de sécurité qui peuvent être utilisés pour détecter, prévenir donc efficacement les cybermenaces qui ciblent ces systèmes d'IA?
il faut dire que le niveau de maturité, notamment de Gen AI, et puis même le niveau, on va dire, d'adoption de l'IA en général dans le domaine est plutôt bas. Il y a eu quelques acteurs, surtout en trade AI, notamment dans le domaine de la sécurité même, des gros acteurs qui utilisaient déjà l'IA pour pouvoir faire de la détection d'activités malicieuses, mais globalement, c'est plutôt jeune. Donc, les outils ne sont pas matures ou sinon inexistants. Donc, on est beaucoup plus dans de la prévention au travers de red teaming que dans de la détection en live parce qu'il y a toute une métrologie à poser. Et cette métrologie nouvelle est en alignement justement avec le changement de paradigme du fait de technologies qui sont de type probabiliste. Donc, il y a des technos quand même en mode red team. Par exemple, Microsoft en a produit deux, Counterfeit et Pyrite, respectivement pour la Cred AI et Gen AI. Des entreprises comme Hidden Layer, Protect AI, Apollo Research, en fait, sont des entreprises de red teaming. Mais en vrai, ce qui est attendu et ce que les acteurs, ensemble ou individuellement, sont appelés à faire, c'est de, en fait, commencer à implémenter des indicateurs, des scanners, des sondes qui sont adéquates, c'est-à-dire qui sont alignées en termes de paradigme sur le type de menaces qui vont avec le type de technologie que sont les technologies d'IA. Donc, finalement, c'est plutôt un appel en fait de la communauté, la petite communauté qui travaille aujourd'hui sur la sécurité en IA parce qu'elle est quand même assez faible, un appel pour les professionnels, pour les opérationnels, pour les business owners de pouvoir en fait s'attarder sur le volet sécurité en commençant à implémenter des indicateurs spécifiques. Et ces indicateurs spécifiques-là vont commencer à donner déjà des moyens de pouvoir détecter, de pouvoir voir, mais aussi vont pouvoir permettre de pouvoir en fait capter ce qui se passe parce qu'il est tout à fait possible qu'il y ait une exploitation massive des vulnérabilités, mais à partir du moment où on n'a pas la métrologie, les mesures qui vont avec, peut-être qu'on ne voit pas vraiment actuellement le niveau d'exposition ou le niveau de tout simplement de compromission ou d'attaque que subit l'ensemble des solutions de type IA. Alors pour la suite, je vais tout simplement dire que beaucoup d'outils sont des plateformes comme MyTree Atlas, qui sont des plateformes de type Mitra-Attack, mais qui sont spécialisées sur la Decision Machine Learning, répertorient tout un ensemble de moyens de mitiger les attaques. C'est bien codifié, c'est bien ordonné, et qui peuvent être consultés pour pouvoir organiser sa stratégie défensive opérationnelle. Mais je pense que la meilleure chose à dire aujourd'hui sur ce point-là, c'est que il faut, se préparer en acceptant de suivre, de raccrocher ce changement de paradigme et que ça implique concrètement que des outils qui sont cohérents avec ce changement-là puissent être développés de façon spécifique pour contrer la menace nouvelle ou les menaces nouvelles qui découlent de cette technologie nouvelle. D'accord. Bah, merci Bailly pour ces réponses, hein. Merci à toi. Je crois qu'on arrive au terme de notre session. Donc, pour ceux qui nous prennent peut-être la première fois, donc Cyber Café organise des sessions live LinkedIn tous les samedis. Donc là, c'est la 46e session. Ce sont les sessions de 30 minutes. Donc, à chaque fois, on a un invité, un expert qui vient parler d'un sujet lié au numérique. Aujourd'hui, on a parlé de cybermenaces liées à l'intelligence artificielle, notamment Gen AI et Predictive AI. On va, avec la permission de notre speaker, de notre invité, Bailly, prendre quelques questions, deux, trois questions s'il y en a. Donc, si vous avez des questions, vous connaissez la mécanique, vous avez juste à lever la main. Il y a un petit bouton en bas, lever la main pour prendre la parole et poser vos questions. Donc, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a une question, s'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question. Je crois qu'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas surtout. Avant peut-être de quitter, peut-être une dernière question pour toi. Donc là, je vois qu'il y a Hotman qui veut poser une question.
On va prendre sa question avec la permission de Bailly, hein. Je crois qu'on est Oui, arrivé. très bien. Ok, super. Merci à toi. Oui, Othman, on vous écoute. Ok, mais, bonjour à tous. Ma question, c'est par rapport à l'émergence aujourd'hui d'une nouvelle menace que j'ai lu quelques articles ces 2 dernières semaines sur les IA génératives. Il y a des malwares qui commencent à se développer pour attaquer des IA génératives. Et donc, en fait, ça me fait penser à des use cases intéressants à intégrer dans la détection par rapport à des SOC. Est-ce que, autant que acteur dans le monde de la CTI, il y a des initiatives sur ce sujet, des use cases avec Mitratak ou des trucs comme ça à partager avec nous? Alors, il y aurait plusieurs façons de répondre. La première qui me vient, c'est sur la base de l'initiative qui date d'un certain nombre d'années quand même, mais qui est restée quand même plutôt enfin pas d'un certain nombre d'années, on va dire de 3 ans, et qui est restée un peu en veille jusqu'à ce que l'IA elle-même fasse un boom. Donc c'est le framework MyTree Atlas, qui est l'équivalent de la matrice Mitratak, qui permet donc d'avoir un langage commun pour pouvoir échanger sur la classification des attaques contre l'IA, utilisant l'IA, etc., etc. Donc, il y a bien notamment ce travail. Il y a le travail qui est en train d'être fait par le NIST, qui a livré un document là il y a quelques semaines, je pense que c'était autour de février, ouais, je crois que c'était début février ou fin janvier, qui est, on va dire, un avant-goût d'un document de niveau standard qui permettra de pouvoir voir tout le cycle de sécurité collé ou corrélé au cycle de vie de machine learning, GenAI ou PredAI. C'est un document qui est très intéressant à lire et donc qui pose des jalons, qui pose des jalons pour pouvoir construire en mode réactif, parce qu'évidemment, on a tous été surpris par l'émergence de ChatGPT, de tout ce que ça a entraîné. Donc, il y a notamment ces jalons-là qui sont posés pour pouvoir créer un cadre de coopération et d'échange d'informations en termes de CTI. Sur les malwares en tant que tels, je pense que moi, je pense par exemple au Maurice 2 qui a été fait, je crois que c'était la semaine dernière, en mode Red Team. Maurice 2, c'est l'équivalent du Maurice, on va dire, de base historique connu, qui est un verre réplicable. Ça a fait beaucoup de bruit. Et ça, par exemple, je crois que c'est déjà quelque chose qui est repérable ou plutôt, on va dire, définissable dans son mécanisme par MyTree Atlas. Donc, il y a un cadre qui est posé, qui se perfectionne au fur et à mesure. Et je pense qu'il a appelé ce cadre-là à s'enrichir d'autres contributions et être maturé par l'utilisation, par la communauté et puis les retours que la communauté fait. Il faut quand même terminer, je vais terminer par ça, par dire que, et c'est quelqu'un qui faisait un commentaire sur LinkedIn enfin, je crois que c'était hier que je l'ai vu, pour dire que la sécurité quand même apparaît un peu comme le parent pauvre. C'est pas surprenant parce qu'on est dans la phase d'effervescence et d'adoption de la Gen AI notamment. Donc les gens sont à fond dans le Gen Ops, MLOps, FM pour Foundational Model Operation. Et donc tout est plutôt axé sur l'opérationnel actuellement, ce qui est compréhensible. Mais justement, il faut chercher à tout doucement aider la communauté opérationnelle à intégrer la sécurité pour que ça devienne du GenSecOps et MLSecOps comme voilà, les bonnes pratiques le suggèrent et le recommandent. Je profite pour dire que moi-même, ça fait quelques mois que je m'intéresse spécifiquement à ça à cause de mon parcours un peu naturellement, comme je l'ai expliqué au début. Et cet intérêt-là, en fait, je le manifeste concrètement à ma petite échelle par des publications par semaine où mon but, c'est tout simplement d'apporter une sorte de prospective, c'est-à-dire sur l'évolution et la variation du modèle de risque. Donc, on connaît le risque menace avec le bien, la menace et puis la vulnérabilité. L'actif, la menace et la vulnérabilité. Comment les informations qui sont nombreuses,
qui fusent à propos de l'évolution de l'IA, quel impact ça a sur le modèle de menace. Voilà, j'essaie de pouvoir tout simplement donner un peu de prospective, d'exposer ceux qui sont dans mon entourage en tant que MLOps, et il y en a, à une réflexion nouvelle, à commencer plus ou moins à se sensibiliser, à intégrer une dimension sécurité à leur opération. Donc, des efforts globaux et puis surtout des efforts individuels qu'il faudra ensuite mettre ensemble pour pouvoir produire quelque chose d'efficace et de périn. Voilà ce que je peux dire, Othman. Merci, c'est clair, effectivement, j'adhère à la démarche et je tiens à remercier aussi Cybercafé par rapport à la qualité des interventions sur des thématiques différentes. Merci à vous de participer, de continuer effectivement à nous soutenir. Je le disais il y a quelques semaines, on ne s'est pas rendu compte, mais on a eu autour de 1000 abonnés et on a d'excellents retours en fonction des thématiques et on a le plaisir d'avoir des speakers comme Bailly qui viennent effectivement partager avec nous leur expertise suivant la disponibilité. Donc je rappelle un peu tous ceux qui ont aussi des sujets ou des thématiques qu'ils souhaitent aborder ou qu'ils souhaitent voir être abordés, n'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas aussi à recommander des personnes que vous connaissez, des proches à vous, pour intervenir sur des lives Cybercafé. Donc, c'est 30 minutes de live. On a dépassé de 6 petites minutes. Je vous remercie d'avoir participé à cette session. La semaine prochaine, on parlera de conduite de changement liée à la transformation digitale des services clients. On recevra un expert aussi, Erwin, qui va s'entretenir avec nous. Merci à toi, Bailly. Merci pour ta disponibilité, ton expertise. Merci à toutes et à tous. Je ne sais pas si tu as un dernier mot de fin, sinon on pourra mettre fin à la session et se donner rendez-vous samedi prochain pour la 48e session. Oui, j'allais dire tout simplement que le domaine est encore en effervescence, il est en train de se former et donc toutes les contributions sont bienvenues. C'est vrai que moi, je n'ai pas observé dans le domaine francophone jusqu'à maintenant, c'est peut-être ma fenêtre qui est un peu restreinte, tout à fait possible, beaucoup de contributions spécifiquement sur l'IA. Donc, ça me ferait plaisir de pouvoir commencer à échanger avec certains experts. C'est difficile même de parler d'experts, je crois. Enfin, pour ma part, je ne dirais pas forcément expert. C'est tellement neuf, en tout cas pour moi, mais aussi même en général, qu'on est encore au balbutiement, on découvre, et ça va tellement vite que l'expertise est encore loin. Mais moi, c'est un appel que je lance tout simplement à ceux qui sont intéressés à venir collaborer, parce que la cybersécurité, c'est un sport collectif. La cyberdéfense, pardon, c'est un sport collectif. Donc, ce serait bien qu'il y ait d'autres personnes qui puissent venir se joindre pour qu'on puisse discuter, échanger, et puis surtout produire du contenu qui va aider les opérationnels à se positionner d'un point de vue sécurité. Voilà, ce serait mon dernier mot. Merci Bailly. Effectivement, je pense que à travers des sessions live LinkedIn et des posts que tu fais déjà régulièrement, on pourra effectivement continuer à s'entretenir, à échanger et puis à produire des livrables, on va dire, de qualité qui peuvent contribuer à renforcer le niveau de sécurité des systèmes d'IA. Merci encore à toi, merci à toutes et à tous. Excellent week-end. Merci à tous. Et puis rendez-vous samedi prochain. Merci encore et bon week-end. Merci. Merci bon à tout le monde pour la question. Au revoir. Au revoir. Au revoir.